Bonjour YouTube, bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Saminien, bienvenue dans la boîte à comics. Bonjour les autres, j'ai oublié de dire bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les autres, je suis Saminien, bienvenue dans la boîte à comics. Bonjour pour cette review unlimited de la semaine. Vous n'avez pas eu celle de la semaine dernière parce que j'avais la flemme de la poster sur YouTube, voilà, sachez-le. C'est pas grave, c'est une semaine compliquée, bon voilà. Mais on l'a fait sur Twitch, et si vous étiez là, vous le sauriez. Voilà, on va passer directement au sommaire de la semaine. Je vais bouger mon micro en espérant ne pas le débrancher au passage parce qu'il est sensible, c'est bon. Haha. Nous avons donc Extreme X-Men 2022-1, une nouvelle série X-Men, mais pas du tout dans la vibe Krakoa et tout ce qui se passe autour. C'est une série X-Men qui se passe dans les années 80, enfin dans les périodes des années 90, je crois, des X-Men, qui est une suite en fait d'une série qui existait déjà dans les années 90 et qui reprend là maintenant. Et j'avoue que je sais pas trop pourquoi, mais écoutez, pourquoi pas, c'était pas dérangeant, simplement ça sort énormément de toute la vibe X-Men qu'on a en ce moment. C'était assez perturbant de voir ça sortir là, un peu de nulle part. Mais écoutez, c'est ainsi. Nous avons Strange 2022-8, la série Strange 2022 est chouette et ça ne change pas, et c'est bien que ça ne change pas parce que c'est chouette. Peter Parker et Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales, Spider-Man Double Trouble. C'était mignon, voilà. Ben, ça se voit de la couverture. J'aime bien le style artistique, ça change. On sent que c'est des comics plus pensés pour les enfants. C'était mignon, c'était sympathique. Voilà, ça casse pas trop pattes à un connard, mais c'était chouette. X-Terminators 2022-3, cette série est de plus en plus trashy, slutty et vulgaire, et ben, j'aime de moins en moins, du coup, hein, faut dire ce qui est. Non, c'est... Ouais. Non, ouais. Blaguer sur le fait que c'est un groupe de billage, c'est pas mon genre d'humour. Voilà. Je dirais, je donne à ce comics la note de y a une blague centrée sur le fait qu'une meuf a un gros cul sur 20. Voilà. Bon. Captain America Symbol of Truth 2022-7, c'est confus mais c'est intéressant, mais c'est confus. New Mutants 2019-32, c'était là. C'est pas forcément inintéressant par essence, c'est centré sur des personnages qui m'intéressent peu, donc forcément j'ai du mal à m'impliquer, on va dire ça comme ça. Strange Academy Finals 2, j'aime beaucoup la série Strange Academy Finals. Bon, pour l'instant il y a que 2 numéros donc c'est difficile d'en juger, le premier était très bon, le deuxième est... pas mauvais, non c'est pas mauvais en soi, c'est juste... Sur du Strange Academy, je m'attends à un truc un peu excitant, un peu chouette, à de l'évolution, un peu ouais, des rebondissements, des trucs, il y a des personnages qui partent un peu dans tous les sens, voilà, je m'attends à avoir beaucoup de conflits, beaucoup d'idéaux qui se clashent ou de choses comme ça, et c'est vrai que là pour l'instant, ça reste assez sage quoi, ce numéro-là en tout cas, et c'était un peu dommage. Mais c'était pas mauvais, c'était pas une mauvaise lecture en soi, hein, c'est juste j'en attends plus de cette série-là, on va dire. Mais ça reste un bon comics en soi. Nous avons Avengers Assemble Alpha 2022. C'est pas un mauvais comics pour un comics qui utilise des tropes dépassées depuis 20 ans. Voilà. C'est un comics qui utilise des tropes dépassées depuis 20 ans. Mais avec rien en plus quoi, c'est vraiment juste... bon, c'était pas fou. C'était pas fou, mais de toute façon moi tout cet arc de... qu'ils essaient de nous vendre comme un gros événement là avec Mephisto et tout, et le voyage dans le temps... lassitude. Nous avons Planet Hulk Worldbreaker 2022 qui était pas mauvais, qui est intéressant, mais qui était étrange. On va dire ça comme ça. Et nous avons Thanos Death Note, il est temps de vous faire un aveu, je n'aime pas spécialement le personnage de Thanos dans les comics. Je l'adore dans les films, Thanos est un personnage profondément intéressant, dans les comics je trouve qu'il l'est beaucoup moins. Je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup gagné à son passage au cinéma parce qu'on l'a... J'ai même pas envie de dire simplifié, d'une part simplifié, parce qu'il faut toujours simplifier un personnage de comics parce qu'il y a trop de matériel dans les comics, mais aussi on l'a même complexifié, parce que je veux dire, dans les comics pendant très longtemps il veut juste tuer tout le monde parce que il est amoureux de la mort. Le personnage de la mort, ce qui est un motif un peu pourri, faut quand même l'avouer. Mais bon, c'était une suite de petits récits embrigadés dans un plus gros récit qui explique pourquoi on a plusieurs petits récits. C'est intéressant, ça nous tease le retour potentiel de Thanos bientôt dans les comics, sait-on jamais. Bof. Voilà, donc on retiendra de cette semaine qu'il n'y a rien eu que je qualifierais d'exceptionnel. Je dirais que le comics de la semaine...
Planet Hulk Worldbreaker, peut-être. Strange Academy Finals, peut-être. Alors qu'il était pas fou, hein, mais... Ouais, c'était pas une grande semaine. Hein. Mais écoutez, c'est ainsi. Et on va désormais procéder à la review numéro par numéro, mais avant cela, je vais aller chercher de l'eau, parce que je m'aperçois que j'ai rien pris à boire, parce que je suis bête. Donc je reviens tout de suite. À tout de suite le live. Nous sommes de retour, re-bienvenue, voilà, donc désolé pour cette petite interruption. Voilà, donc Tom on le disait, une semaine... Son meilleur dit dans le chat une semaine moyenne, moi j'irais jusqu'à dire une semaine un peu naze, hein, faut dire ce qui est, puisque mais déjà rien qu'en quantité en fait. Excusez-moi, on a combien de comics cette semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est pas tant, hein. En moyenne on est à 12 d'habitude, bon déjà c'est 10 à 12, il y en a que 2 de différence, mais ça peut faire la différence, parce que si c'est 2 très bons comics, bon bref. Voilà, pas fou, pas fou. Bon allons-y, lançons-nous. Je dis 12, mais non, même plus en fait, parce que c'est à peu près 60 par mois. Ah oui, mais 60 par mois, tu comptes la Infinity, donc ça décale tout, forcément. Bref, alors. Eh bien, nous sommes donc... Alors, Extreme X-Men 2022 1. Donc, de quoi que ça parle? Donc, Extreme X-Men, c'est une série X-Men, mais c'est une série X-Men qui se passe dans le passé. Et d'ailleurs, on peut le voir, hein, rien qu'aux tenues des personnages sur la couverture. Les personnages principaux, voilà, donc nous avons, oui, c'est ça, c'est que des persos, oui, Wolverine, Bishop, Rogue, Kate, Bishop aussi, mais Kate, donc Shadowcat, nous avons Domino, c'est Domino, je pense que c'est Domino, Gambit, Tornade et Rachel Summers. Je sais peut-être pas qui sont tous ces gens, mais globalement, si on doit faire... Le point aujourd'hui, Wolverine, vous savez où elle est. Domino, il est dans la X-Force. Rogue et Gambit. Alors Gambit est mort actuellement. Rogue, je crois qu'elle est du côté de Excalibur. Bishop travaille pour Kate au sein des Marauders. Et Rachel Summers, on sait pas trop où elle est. Et Storm est la reine de Arakko. Voilà, si on doit retranscrire où en sont ces personnages aujourd'hui. Enfin, la reine. Elle siège au conseil d'Arakko. C'est la représentante de Krakoa en Arakko. Et c'est la représentante de système solaire. Au sein du Conseil Galactique. Voilà. Bon, bref. Mais là, on est dans le passé, avec des dessins, déjà... Je vais pas dire que c'est pas moche du tout. C'est pas ce que je préfère, parce que... Ça donne des expressions de visage très figées. Ça a pas l'air vivant, en fait. Ça a l'air joli, mais ça a pas l'air vivant, je trouve, ce genre de dessin. C'est très personnel. Moi, c'est pas un genre que j'apprécie plus que ça. Mais c'est pas grave. Donc nous sommes dans la tête de Kitty Pryde, donc Shadowcat. Pourquoi j'ai dit Kate Bishop? Rien à voir avec Kate Bishop. Kitty Pryde. C'était pas du tout Kate Bishop, c'était Kitty Pryde depuis le début. Et elle arrive dans un restaurant et tout le monde est mort. Et il y a un homme en face, et cet homme c'est... Alors comment s'appelle-t-il déjà? Je ne sais plus. Un samouraï avec un masque un peu stylé. Elle tente de l'affronter en utilisant ses arts martiaux et le fait qu'elle peut traverser la matière, mais elle se fait contrer parce que on ne sait pas trop en fait. Et en fait, à la fin, bon bref, on nous révèle que tout le combat était dans sa tête et qu'il était en train de la hanter. Alors on nous révèle toute l'histoire de ce personnage, qui est un truc qui a vraiment existé dans les comics, hein, que moi je n'ai pas lu à l'époque. Hein. Du coup, quand Kitty Pryde était une membre des X-Men alors qu'elle était toute jeune, elle a été entraînée par Wolverine, mais elle s'était fait manipuler par ce personnage-là. Pour la faire intégrer à un ordre d'assassins et l'a entraîner, voilà, pour qu'elle devienne la meilleure assassin du monde, parce que son pouvoir devient intangible et donc de passer à travers les murs et les gens, c'est très très fort pour un assassin. Mais elle a réussi à se délivrer de son emprise psychologique, ils se sont tous les deux affrontés, il allait gagner, mais Wolverine est venu la sauver et apporter le coup fatal. Voilà, c'est globalement l'histoire de ce personnage. Pas inintéressant, on parle de manipulation psychologique et de... d'utilisation d'enfants avec des super pouvoirs à des fins militaires, ce qui est toujours plus ou moins un thème central dans les X-Men, parce que vous pouvez tourner la chose comme vous voulez, à la fin de la journée, quoi qu'on en dise, les X-Men à la base c'est quand même utilisation d'adolescents à des fins militaires, mais bon, ou en tout cas, fin militaire, pas dans le sens, oui, à des fins de combat quoi, quand même, dans tous les cas.
Mais bref, en gros, tous les X-Men rappliquent, tu dis t'inquiète pas, ce coup-ci on est avec toi, on va la voir, parce qu'en fait maintenant ce mec est bel et bien mort, mais c'est un fantôme et il essaie de hanter des gens pour venir te faire chier. Tous les X-Men se mettent à team up dans tous les sens et à partir à sa recherche. C'est globalement tout ce qui se passe. C'est pas forcément une histoire inintéressante, c'est juste la même chose, question que je me pose sur toutes les séries qui se passent pas à la même époque, c'est quel est l'intérêt et la pertinence de nous raconter ça maintenant. C'est-à-dire que faire des séries qui se passent pas à la même époque, si t'as un vrai propos, un vrai truc à dire, un vrai... Bon, soit tu pars sur des trucs qui n'ont rien à voir, comme en ce moment on a Namor Conquered Shores, où on avait Old Man Logan et trucs, voilà, donc là on est sur carrément des univers parallèles. Mais si tu fais des trucs dans le passé, soit c'est pour révéler une nouvelle facette inexplorée d'un personnage, soit c'est pour aborder des thématiques qui se réinscrivent mieux dans ces époques-là, comme le féminisme, si tu veux faire une série voilà, dans les années 50, etc. Juste faire des séries comme ça, sans vraiment trop d'enjeux profonds et de sens, à des époques différentes, je ne comprends pas la démarche. C'est une démarche qui m'intrigue, on va dire. Enfin bon. Pourquoi pas. C'était pas mauvais en soi, hein. Juste je me demande la pertinence de cette chose, voilà. On enchaîne sur Strange 2022-8 avec cette couverture qui est sublime, je trouve, parce que là évidemment, QC dessine dans la cape, c'est la silhouette du méchant, qui est juste une silhouette blanche avec ce truc sur le front. Et je trouve ça chouette. Voilà. Je trouve ça, voilà, j'aime beaucoup cette illustration. En gros, donc voilà. Après leur affrontement, donc on rappelle, Doctor Strange est mort, mais la mort l'a recruté pour qu'il soit son sorcier et son homme de terrain, parce que quelqu'un ressuscite des tas d'âmes et il les fout dans les corps d'anciens super-héros, ce qui les rend super puissants, et ça fait des super-héros zombies super puissants, et c'est le bordel. Et les gens qui font ça, ce sont des gens qui s'appellent The Blasphemy Cartel. J'aime bien ce nom. Cléa, qui est la nouvelle sorcière suprême parce qu'elle a repris le rôle de son mari après sa mort, finit par convaincre Strange de revenir à la maison et qu'ils s'entraident, mais il y a une tragédie profonde sur le fait que ces deux-là ne peuvent pas se toucher, puisque elle est l'avatar de la vie en tant que sorcière suprême et qu'il est l'avatar de la mort, et que le simple fait qu'ils se touchent pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Lesquelles, on ne sait pas, mais attention, c'est très grave. Donc ok, admettons. Donc ça commence sur un épisode de retrouvailles fort sympathique entre tout le monde. Enfin, surtout entre Wong, le chien qui s'appelle Bats, et oui, c'est un chien fantôme, et c'est le chien de Doctor Strange, c'est un fantôme de chien qui parle, parce que pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Elle est frustrée de pas faire son mari, et après, on lui demande qui est cette meuf que vous voyez là depuis tout à l'heure, PTDR, t'es qui en fait what the fuck. Et c'est quelqu'un que Wong avait retrouvé, hein, et dont nous on se souvient très bien. Et on nous ramène dans le passé, 2 ans en avant pour être exact, avec Pandora Peters, directrice du WAND, alors The Wizard Alchemy Necromancy Division, donc qui est la section du Shield chargée de s'occuper des menaces magiques. Bah oui, parce que c'est le Harvestman. C'est pas Docteur, il est pas en sorcier suprême, il est en. Alors là on le voit pas bien, mais alors attends. Je vais repasser sur ma gueule une seconde, le temps d'aller te chercher une image de à quoi il ressemble avec le full costume. Range. Alors là je le trouve pas évidemment, c'est une série, c'est un truc un peu récent, c'est peut-être chiant de trouver des images sur internet. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est que normalement il a un masque d'or avec. Je te le mets à l'image de suite. Hop. Voilà, normalement il ressemble à ça. Avec l'image. Voilà, et normalement c'est le sorcier suprême. Moi j'aime bien. Moi je trouve ça cool. C'est juste que normalement on voit pas sa gueule, donc ça rend mieux. Moi je trouve ça cool. Bref, reprenons les comics. Voilà, donc il y a un débat de tout ça, et on apprend en fait un événement qu'il y a eu dans le passé où
où le Wand a dû appeler à l'aide de Doctor Strange parce qu'il faisait une expérimentation magique qui a super mal tourné, et Strange au début veut pas les aider parce qu'ils sont là, admettez que vous m'avez espionné et je viens vous aider, et bon, a fini par admettre qu'elle les a espionnés. Et en effet, voilà, c'est le gros bordel. En fait, alors ils ont créé un système, me demandez pas comment ça marche. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un mandala dans la religion bouddhiste, c'est des gros rouleaux d'écriture qui tournent, comme ça. Et eux, c'est des rouleaux de prière, et en fait, le fait de faire tourner le rouleau, c'est censé prononcer la prière. Et eux, ils ont voulu réinstaurer ce système, mais avec des databases sur des serveurs un peu partout dans le monde, qui font tourner les prières en boucle, pour voir si ça marche. Et en fait, ça a marché, mais ça fout la merde. Et du coup, on se rend compte que c'est comme ça que les Blasphemy Cartel invoquent leur sort, ils passent par de l'informatique en fait. Ils font artificiellement, par des intelligences, lire des prières en boucle via des réseaux network. Me demandez pas comment ça marche, j'en ai aucune idée. Mais je trouve ça intéressant l'idée que le Blasphemy Cartel soit des gens qui sont à fond dans la technologie en plus d'être dans la magie, ça c'est intéressant. Voilà, bref, on se rend compte que c'est ça qu'ils font et que c'est comme ça qu'ils ramènent plein de gens, d'âmes dans un seul corps. Bon bref, Strange les aide à combattre, mais il dit, bah écoutez, là le seul moyen c'est de raser le bâtiment et on va détruire le Wand. Et ils détruisent le Wand. Et après ça, de toute façon, le Shield, tout ça se passait juste avant les événements de Secret Empire, et ça vous ne le savez peut-être pas mais je vous l'informe, c'est lors des événements, enfin suite aux événements de Secret Empire que le Shield a été officiellement dissous. Donc après ça, The Wand a été dissous, mais une section spécifique du Wand qui bossait sur ce projet de serveur, qui s'appelait la section Beta Charlie, qui est donc devenu le Blasphemy Cartel, s'est rebellé. Ils sont mis à tuer les anciens agents du Wand qui étaient au courant de leurs existences, et ils ont lancé un sort pour se faire oublier et pour même ne plus jamais avoir existé. Excusez-moi, mon retour vient de planter, je dois vérifier si c'est que mon retour ou si c'est le live. Bon, écoutez, je n'ai plus de retour. Attendez, est-ce que j'en ai un là Désolé, je paranoïse un peu, mais... j'ai le retour nulle part. Le live est là. Bon, ce meilleur me dit que le live est là, donc on continue. Voilà, il y a des jolies images de Strange qui combat les gens, bref... Ils ont dû supprimer le Blasphemy Cartel, mais les autres, voilà, se sont mis à prendre en chasse les anciens membres. Voilà, là on a le méchant tel qu'il est aujourd'hui. Ah oui, justement, même dans leurs souvenirs, ils n'arrivent pas à se rappeler à quoi il ressemble parce que il a effacé son existence du monde, donc techniquement, il n'a jamais existé. Et voilà, et donc ils ont fondé le Blasphemy Cartel. Et donc elle est partie se mettre à l'abri, donc l'agent Pandora Peters je crois. Oui c'est ça, Pandora Peters. Et maintenant elle a rejoint les gentils et elle peut leur donner des infos parce qu'elle sait où le Blasphemy Cartel se cache. Et elle dit voilà, ils avaient des plans pour contrer Strange, ils avaient des plans pour contrer Doom s'il devenait le sorcier suprême, ils avaient des plans pour contrer Wong s'il devenait le sorcier suprême, ils avaient des plans pour contrer Dr Voodoo s'il devenait le sorcier suprême, et une chose qu'ils n'avaient jamais prévue, c'était que Cléa devienne le sorcier suprême. Et c'est un peu cool. Et voilà, et donc à la fin elle dit je peux vous amener dans leur quartier général, je peux vous amener à la cité d'Emeraude. Et c'est toute l'équipe des gentils qui va aller attaquer les méchants dans leur base. Je dis oui, allons-y, c'est parti. Mais non, pas ça, pardon. Ah, mon retour est de retour. Le retour est de retour. Voilà une merveilleuse nouvelle. Ok, troisième comics, Peter Parker et Miles Morales, Spider-Man, Double Trouble. Alors ça va aller très vite. Oui, c'était sympathique, oui, c'est une chouette série, globalement. C'est une chouette série. Bon là, après c'était... bon, oui, si, on nous explique les origines des méchants, on fait un petit build-up pour la suite, c'est une chouette série dans l'ensemble. Alors... bon, déjà, j'aime bien les dessins. Voilà, je vous le dis. Je trouve ça mignon et efficace. Et on sent que c'est plus opté pour enfants, hein, mais c'est fonctionnel, je trouve. Là, vous voyez, là, ils sont expressifs. J'ai aucun problème avec ça. Oui, c'est cute, hein, c'est vraiment cute. Et encore, attends, je remets la couverture. Cute, super cute. On se croirait dans un Moon Girl un peu. Alors pas du tout dans le dessin, mais dans les couleurs, ça fait un peu Moon Girl. Voilà, où Miles Morales a rendez-vous avec Peter Parker pour qu'ils aillent faire des trucs de Spider-Man ensemble. On sait pas pourquoi Venom vit chez Peter Parker, mais c'est peut-être pas grave.
Il arrive et il fait bah cool, je vais t'emmener faire un truc pour le Sidekick Day. Et tu es en mode mais attends, je suis pas son sidekick, moi je suis Spider-Man, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon voilà, petite blague. En gros, ils vont dans le hangar où Peter Parker garde tous ses trucs. Garde tous ses gadgets qu'il a volés à des méchants. Bon, ok. Et parce qu'il doit ranger un truc avant de partir, et il fait est-ce que tu peux juste allumer la lumière? Et il allume la lumière. Il marqué, vous voyez, il y a marqué light. Et en fait, non. Ça allume un gros engin bizarre. Et il a allumé The Light. Mais ce n'est pas ça qu'il a allumé. Il a allumé Look, it's got horrible things inside. Au lieu d'allumer la lumière. Il a allumé l'appareil qui s'appelle regarde, il y a des choses horribles à l'intérieur. The Look, it's got horrible things inside. Et de cet appareil qu'il tente d'éteindre, ça n'arrive pas. Mais il en sort 7 petites boules dégueulasses avec des dents. Et Spider-Man, Peter Parker, part à sa poursuite en disant Miles, surtout tu restes ici et tu touches rien. Mais pendant que Peter est parti, il y a plein d'autres petites boules dégueulasses de poils avec des dents qui en sortent. Et donc, il part en chasse. Blablabla, blablabla, ça poursuit. Lui, il réussit à rassembler plein, à les foutre dans le truc avant que Peter revienne et foute le dernier. Et dit oh là là, tu fais vraiment n'importe quoi de Miles. Et après, Miles s'intéresse à cette boîte et se retrouve coincé dans une espèce de dimension violette. Et pendant que Peter Parker le cherche et se demande où il est passé, à la suite au prochain épisode. C'était cute. C'était pas très intéressant, j'irais même jusqu'à dire que c'était pas franchement intéressant du tout. Mais c'est mignon, ça se laisse lire, c'est pour enfants. J'ai pas passé un mauvais moment à le lire. Voilà, cute. En parlant de passer un mauvais moment à le lire... Smooth transition, hein. Smoothest transition ever. Et smoothest English ever aussi. Mais ça, bon, on le dira jamais assez. Des villes d'honneur sur 20, peut-être pas quand même, mais oui, si, oui, cute sur 20, quoi. Exterminators 2022 3. Alors ça, putain. Alors, rappel, Exterminator, c'est la série qui est centrée sur un groupe de meufs composé de Wolverine, mais pas X23, du coup. Enfin, si, X23, du coup, Wolverine Laura Kinney, pas Wolverine Logan Howlett. Boom Boom, que vous voyez ici, Jubilé qui est là, non Boom Boom que vous voyez ici, Jubilé qui est là, et Dazzler. Qui sont donc dans un labyrinthe de miroirs où leurs propres reflets prennent vie pour les combattre, et il y a des vampires qui se sont intégrés au labyrinthe, mais du coup ils peuvent pas les vampires n'ont pas de reflets, du coup ils ont trop l'avantage. Voilà. Et elles ont bandé leurs yeux pour ne plus voir, comme ça elles ne voient pas leur reflet, parce que c'est quand elles voient leur reflet, quand elles le regardent dans les yeux, qu'il prend vie. Bon. Elles combattent, il y en a une qui se fait mordre par un vampire, mais a priori ça n'a pas de conséquences parce que... Elles se battent... À un moment, il y en a une qui touche l'autre et elle fait What the fuck, tu m'as tapé dans les seins. Tu m'as cramé le sein. Well, what do you expect? Kind of difficult to miss such a large target. Well, someone sounds jealous. Pour les non-anglophones, tu m'as tapé dans le sein. Eh bien, tu t'attendais à quoi? C'est un peu difficile de les manquer, ce sont des cibles énormes. Oh là là, mais tu m'as l'air jalouse. Waouh! Tout ce que j'aime dans les comics réuni en une seule page, j'ai envie de vous dire. Et après, elle lui tape dans les seins, et on sait pas pourquoi, d'ailleurs. Ah oui, après elle fait, mais on n'a pas de plus gros problème en ce moment. Et Sir répond, si, il y a le cul de Dazzler. Parce qu'elle a un... Elle a un gros cul, Dazzler. Ensuite, elles poursuivent leurs commentaires sur le cul de Dazzler pendant une page pour dire qu'elle a quand même un beau cul. On rappelle que pendant tout ce temps, elles sont dans leur interview pour faire leur rapport de ce qui s'est passé au conseil de Krakoa, et le conseil est très gêné, comme nous, voilà.
Donc on a une page sur le cul de Dazzler, hein, évidemment. Bon. Après, on nous apprend qu'il y a des gens d'Otherworld qui vont arriver dans l'histoire. Les gens d'Otherworld, c'est un autre monde magique où il se passe un peu n'importe quoi, qui est lié à la série Excalibur. On va pas arriver à ça. Ah oui, et en fait, elles continuent leur histoire. On s'aperçoit que le vampire utilise un être de l'Otherworld pour contrôler son labyrinthe de miroirs. Ok, pourquoi pas, ça c'est intéressant. Et j'aime bien la façon dont il parle. Il parle avec des bulles cassées comme ça, comme des fragments de miroir. Ça c'est intéressant. Je sais pas si vous la voyez bien, cette bulle de parole. Ça c'est rigolo. Et le miroir, oui, s'auto-régène en permanence. Voilà, ils peuvent pas juste détruire le labyrinthe, il se reconstruit en permanence. Voilà, là, donc à chaque fois que vous voyez une pêche comme ça, c'est qu'elle parle du cul de Dazzler. Hein. Voilà. Après, elles se rendent compte qu'elles ont tué tout ce qu'il y avait dans le labyrinthe et qu'il reste que elles. Mais elles se disent, attends, comment on fait pour sortir du labyrinthe? Il se régène et tout, c'est la merde, il y a des vampires partout. Parce que ils envoient des vampires alors que deux d'entre elles ont des pouvoirs basés sur la lumière, et a priori on s'en fout, hein, je suppose. Elles les combattent. Il n'y a plus leur reflet maléfique parce que. Voilà, on met des trucs bien gore, genre un point qui traverse un. Mais ça me dérange pas, le gore comme ça, là c'est juste, ça sonne du gore facile, c'est pas du gore. C'est pas du gore fait pour être choquant, c'est du gore fait pour être rigolo, ce qui m'intéresse moins. Et ensuite ils sont en mode. Il nous faut une diversion. Voilà, parce que Dazzler tire ses pouvoirs du son, elle transforme le son en énergie lumineuse. Donc elle chauffe la foule qui fait ouh, mais ça ne suffit pas, elle fait bah attends, il nous faut une plus grosse réaction de la foule. Viens boum boum, monte tes ins. Tu vas montrer tes seins, comme ça ils vont tous gueuler, après je pourrais faire une super déflagration. Et elle est là, quoi? Elle fait si, vas-y. Et elle fait oh, vraiment? Et du coup, il nous tease sur le fait qu'elle va montrer ses seins. Et elle le fait, hein. Elle montre ses seins à la foule. Alors nous, on les voit pas, parce qu'il y a quand même des codes de censure dans les comics. Mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez montrer des seins, montrez des seins. Et si vous n'êtes pas en pouvoir de montrer des seins pour des raisons de cause de censure, ne faites pas une histoire basée sur le fait de montrer des seins. Et même j'ai envie de vous dire, peu importe le contexte, j'ai envie de vous dire, ne faites pas une histoire centrée sur le fait de montrer des seins, basée sur le fait de montrer des seins. Ne faites pas ça, c'est une très très mauvaise idée. Voilà. Donc elle montre les seins, effectivement, là, waouh, et les gens sont trop heureux et du coup ils font plein de bruit et du coup elle a plein de pouvoirs et elle peut détruire le labyrinthe. Qui commencent à se reformer, mais il y a des éclats de verre qui vont partout et qui tuent tout le monde, mais elles peuvent les tuer eux aussi, elles sont en mode ah, c'est super, le labyrinthe a éclaté en morceaux, mais il se reforme sur nos gueules, on n'est pas dans la merde, et elles font non mais attends, on a qu'à aller... je sais plus ce qu'elles font, bref, elles réussissent à aller dans le bureau du mec, elles libèrent le gars qui fait le labyrinthe, ce qui fait que le labyrinthe n'existe plus et qu'il vient d'Otherworld, mais là il y a un énorme trou, elles sautent dans l'énorme trou et là d'un seul coup, elles sont là, ok, elles sont dans l'espace maintenant, et c'est dans le vaisseau du collectionneur. Comment elles sont arrivées là? On ne sait pas. Pourquoi une histoire est centrée sur des seins et des nichons? On ne sait pas. Pourquoi et comment est-il possible d'écrire un comics aussi vulgaire et naze? Je ne sais pas, c'est... Je décèle à ce comics, pour l'instant, la palme de pire comics de l'année. Voilà, c'était scandaleux. Pas scandaleux dans le sens, oh mon dieu, c'est vulgaire. Non, moi j'ai rien contre la vulgarité en soi, si tu s'en sers comme dans Propos pour raconter une histoire. J'ai rien contre le gore en soi, si ça raconte quelque chose. Et si tu veux faire une histoire centrée sur le désir sexuel et le cul, fais-moi une histoire centrée sur le désir sexuel et le cul, mais rends-la-moi intéressante. Là, c'est juste pour dire, cul, ça, merde quoi, sérieux les gars. En plus ça fait d'autant plus chier que c'est une série X, les séries X, oui non mais X-Porn, tout ça oui, mais une série liée à l'univers des mutants. Et en ce moment les séries liées à l'univers des mutants c'est en général plutôt des bonnes séries quand même. Mais là, mais envie de crever quoi. Non, pas envie de crever, j'irai pas jusque là, mais juste... Qu'est-ce que je viens de voir?
Qu'est-ce que je viens de voir? Une page et demie pour parler du cul de Dazzler, quoi. Putain. Voilà, c'est ça. Notch, une page et demie pour parler du cul de Dazzler sur 20. Ça me paraît bien. Alors, je vais essayer de me calmer, parce que là je me suis un peu emporté, mais ça admettrait qu'il y a de quoi quand même. Quand on voit ce genre de truc, c'est assez outrageant. Je bois un coup en faisant des bruits dégueulasses parce que j'ai pas coupé mon micro parce que je suis un connard. Et on reprend tranquillement avec Captain America, Symbol of Truth. Donc, Captain America Symbol of Truth, c'est la série de Captain America centrée sur le personnage de Sam Wilson, pas sur celui de Steve Rogers, parce que celui de Steve Rogers en ce moment c'est Sentinel of Liberty. Rappel des faits, White Wolf fait un trafic de vibranium avec le Wakanda à l'insu du Wakanda, enfin à l'insu du Wakanda mais avec des agents, à l'insu du gouvernement wakandais mais avec des agents infiltrés au Wakanda. Et en même temps fomente une guerre civile dans le pays voisin pour... C'est pas clair. Et en même temps fait un trafic d'êtres humains. Avec des immigrés mexicains. Ça commence à faire beaucoup. Et lors d'une tentative d'assassinat d'une représentante justement du pays où il y a une guerre civile, je sais plus si elle a réussi ou échoué, mais je sais que le Faucon, qui n'est donc pas Sam Wilson, mais j'ai oublié son nom, un autre mec qui est son sidekick, parce que là pour le coup c'est réellement un sidekick, est tombé dans le coma et il est à l'hôpital et Sam Wilson veille sur lui, mais il est en mode... Ouais, White Wolf, White Wolf c'est un méchant efficace, hein, y a pas de... Attendez, je vais changer d'émulateur parce que là ça marche pas très bien sur celui-ci. Je vais passer sur celui-là. Ah mais de toute façon oui, ce comics, celui-ci, a priori je ne l'aurai en entier sur aucun de mes émulateurs. Et donc il décide de partir dans ce pays en guerre civile parce que ils ont eu son partenaire et voilà, et il dit je vais aller les aider pendant la guerre civile et il demande l'aval du gouvernement des États-Unis parce que Captain America dans les comics actuellement est lié au gouvernement des États-Unis et il leur demande la permission. Ils font oui, on veut bien t'envoyer là-bas, mais ce serait du suicide à des sols, donc on veut que t'aies un coéquipier. Et lui il fait mais qui voulait me coller en coéquipier? Et la personne qui veut lui coller en coéquipier c'est lui. Mais oui, mais c'est Nomad. Mais qui est Nomad, vous vous demandez peut-être? Eh bien Nomad c'est, alors attention, le fils adoptif de Captain America d'une autre dimension qui a grandi dans un univers gouverné par Hydra et qui donc a grandi en s'opposant à eux et qui vient d'un univers ultra violent où toute violence est justifiée, que Captain America et tous les super-héros croient mort, mais qui est en fait vivant en secret et qui travaille pour le gouvernement américain et détruit des bases de Hydra. Globalement. Bon. C'est bien de le revoir, c'est toujours bien de revoir les persos qu'on voit pas depuis un moment. Tout plante. Mais en gros, ils vont ensemble aller taper sur... Oui, ça fait beaucoup d'un coup, mais écoute, c'est comme ça. Hein. Sur des militaires qui font chier des civils dans le pays au sud du Wakanda où c'est la guerre civile. Et ils vont sauver les civils, mais sauf que Sam essaie de faire de juste essayer le combat en faisant le moins de dégâts matériels et humains possible, tandis que Nomad est en mode YOLO, je leur nique tous la gueule. Et on a Nomad, tu te calmes. Ensuite ils sauvent des gens, il y a une meuf du coin qui vient leur dire merci de nous avoir sauvés mais c'est le bordel. Mais il faut trouver un refuge et Sam demande est-ce que vous avez un endroit safe où aller. Elle fait bah oui mais c'était là notre endroit safe où aller. Au moment où il dit ça il y a d'autres militaires qui arrivent. Nomad il va pour leur péter la gueule et Sam il fait non d'abord on met les civils à l'abri et ensuite on verra. Et pendant ce temps on se rend compte que le Faucon dans son lit d'hôpital est en train de muter et de devenir encore plus, on voit pas mais je vous assure c'est le cas, encore plus un Faucon que jamais. Et voilà, et il commence à se transformer en monstre, et c'est la fin de ce numéro. Ce à quoi je réponds, est-ce qu'il aurait chopé la même maladie que les mutants qui sont en train de se mutatifier de plus en plus? On pense à Angel, on pense à Nightcrawler, et ce à quoi je réponds, à mon avis, non. À mon avis, ces deux histoires n'ont rien à voir, mais elles se ressemblent juste étrangement, mais c'est pas bien grave. C'était sympa, c'est cool de revoir Nomad, c'est cool d'avoir les deux... Alors j'ai pas pu trop vous montrer, mais c'est cool d'avoir les perspectives des deux personnages qui se battent de manière totalement différente dans cette guerre. On sent qu'il y en a un qui est toujours dans un truc qui représente... C'est un symbole, c'est Captain America, il doit pas tuer des gens, il doit être... être un rock, être impartial, être
Ouais, il représente un idéal de justice en fait. Tandis que Nomad, lui, il est là dans l'efficacité, il a grandi dans un monde où les fascistes avaient déjà gagné, et juste on fait le plus de dégâts possible dans leur camp pour les affaiblir, et merde quoi. Et ça c'est intéressant cette dualité là, je suis un peu curieux de voir où ils vont avec le personnage du faucon. Ouais, non, série intéressante. À suivre, à suivre. Ah bah oui, c'était pas sur le même émulateur, oui tout à fait. Suivant, nous avons... Toi va mourir. Voilà, je ne veux pas mourir, mais je veux que ce comics meure, si possible. Merci beaucoup. New Mutant 2019 32. Alors, quoi qu'est-ce? Alors, rappel dans la série New Mutant, nous avions cette meuf-là dont le pouvoir est d'échanger sa situation avec les gens. Oui, c'est bizarre, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons ce mec-là qui est son meilleur ami, qui n'est pas un mutant. Nous avons lui, et honnêtement, je sais plus qui c'est. Nous avons No Girl, qui est un... Voilà, ce personnage qui est une télépathe. Mais je crois que c'est un télépathe aussi, lui, mais je suis vraiment pas sûr. Et nous avons Wolfsbane, qui est une adulte. Elle a pas l'air comme ça, mais elle est plus âgée qu'eux. Qui les accompagne. Et qui a le pouvoir de se transformer en loup. Oui, il a lui-même designé une tortue avec des ailes, oui, il est accompagné d'une tortue ailée. Tout à fait, il a sa propre petite tortue ailée qui le suit partout. C'est parfaitement adorable. Et ce personnage, dont j'ai perdu le nom mais qui va vite me revenir, a vu que ce personnage allait mourir à cause d'elle, parce que elle va tomber dans un précipice, et lui va la regarder tomber, mais dans un réflexe elle va échanger sa place avec lui, et du coup, parce qu'elle a le pouvoir d'échanger les situations, et du coup lui va tomber jusqu'à sa mort, tandis qu'elle va survivre, et il va mourir par sa faute. Ok. Donc, on se retrouve avec elle, qui est en train de faire un défilé avec les New Humans. Alors, qui sont les New Humans? Ce sont des gens qui sont jaloux des mutants, et qui veulent donc les disséquer afin de copier leur pouvoir et de les mettre dans de la technologie. Ce qui est à peu près la même chose que font en ce moment les gens de Madripoor dans la série X-Men Unlimited Infinity. Vous savez, Frankenstein et le Hellfire Club au sein de la cité de Madripoor, avec les Ravagers, tout ça, et les Morlocks qui les combattent, pour ceux qui voient, si tu vois, ça ne meilleur, je ne sais pas. Voilà, c'est après la même chose, sauf que eux ils en font de la technologie, tandis que à Madripoor ils en font carrément de la greffe biologique. Bon. Pourquoi pas. Et donc elle est parmi eux parce qu'en fait elle a échangé sa situation avec son gardien, mais eux ne s'en rendent pas compte parce que c'est pas clair. Mais ils s'en rendent pas compte. Du moment qu'elle continue à agir comme un mec comme eux, ils peuvent pas s'en rendre compte. Est-ce que c'est expliqué pourquoi? Non, mais on est prié de croire que c'est le cas. Bon, bah, admettons. Et donc elle a échangé sa situation avec eux, elle étudie, en fait elle cherche à retrouver sa pote qui a été sortie de la cellule, No Girl. Et No Girl est ici. Bon, d'accord, et... Ah oui, et au passage quand même elle sabote 2-3 trucs, et pendant ce temps le gardien est à l'intérieur, il est en état de choc parce qu'il comprend vraiment pas ce qui lui arrive, il est juste en mode je ne devrais pas être là, je ne devrais pas être là. Ils sont en mode oui, on sait, blablabla. Elle se retrouve face à No Girl. Bon. Elle dit vas-y, ah chouette, tu m'as retrouvé, aide-moi, tu peux m'aider. Elle fait non mais c'est, elle fait oui, j'essaye mais j'arrive pas à te libérer. Elle lui dit mais c'est pas grave, me libère pas, juste tue-moi. Elle fait attends, quoi? Elle fait mais oui c'est bon, tue-moi, de toute façon on s'en fout, on ressuscite. Y a pas de souci, tu peux me tuer, vas-y tue-moi, comme ça me libère, puis voilà, après je ressuscite et c'est tranquille. Et elle est en mode bah non, je peux pas faire ça quoi, c'est pas cool. Je ne tue pas mes amis. Et elle fait mais attends, est-ce que t'es vraiment prêt à me laisser entre les mains de l'ennemi juste pour garder tes convictions morales à la con? Juste tue-moi, ça change rien. Voilà, tu peux pas. Voilà, là c'est ce qu'il faut faire dans cette situation-là. Ce que j'aime bien hein, comme discours, ce truc de l'autre qui est d'un point de vue très pragmatique de tue-moi, de toute façon je ne ressuscite, ça n'est pas grave. Et l'autre qui veut dire oui, mais moi je me sens pas de te tuer. Bref, ça finit par un méchant arrive, qui est le méchant qui veut enlever son cerveau de son corps pour le refoutre dans un truc qui augmente ses pouvoirs. Et il s'apprête à faire une opération sur elle, voilà, pour le remettre dans ce machin là pour être exact. Il s'apprête à faire une opération sur elle. Et là, le personnage qu'on suit depuis le début fait quelque chose qui lui est normalement formellement interdit, enfin qu'elle n'a jamais tenté en quoi. Elle fait un double swap, c'est-à-dire qu'elle est déjà dans un swap et elle reswap pour que ce soit elle qui se retrouve sur la table d'opération.
et que son ami No Girl puisse se barrer parce qu'il se retrouve dans le garde qui était dehors. Oui, ok, pourquoi pas. Et donc au moment de couper avec son scalpel, le mec elle voit que c'est pas la même personne, il fait attends quoi, qu'est-ce que c'est que les conneries? Et pendant ce temps, No Girl se casse, elle va libérer tout le monde dans la cellule, ils mettent KO le garde parce que merde, voilà. Tout le monde s'enfuit, 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 tout le monde s'enfuit. Oui, bon, bah, globalement par la suite, tout le monde s'enfuit, y a pas grand chose à retenir de plus que ça. On va dumper directement à la fin. Ils se séparent tous en petits groupes dans leur coin. No Girl, pas No Girl. Cette meuf et son meilleur ami finissent sur un toit, sauf qu'elle se rend compte que c'est l'endroit de sa vision du futur où le mec va mourir, où elle va tomber, elle va échanger sa place avec lui et il va mourir par sa faute. C'est à cet endroit-là qu'elle l'a vu. Elle a toujours pensé que ça arriverait un jour, mais elle n'a jamais pensé que ça arriverait maintenant. Bah, en le relisant, en vous en reparlant, je me rends compte que c'était pas une histoire si inintéressante que ça, simplement la façon dont les pouvoirs du protagoniste principal fonctionnent me gonfle. Parce que c'est jamais expliqué, parce que là je vous ai pas redit, mais à un moment elle réinverse de position, mais genre, sans repasser par le milieu, elle réinverse de position pour retourner, pour envoyer le garde dans le... de base, hein, le garde qui était enfermé à derrière, elle le renvoie dans la chaise où elle est attachée, et elle se retrouve avec ses amis à la place du garde. Sauf que... si tout le monde regagne sa place d'origine, ça devrait être No Girl qui est dans la chaise, pas le garde. Du coup, avec son double swap, elle a fait swapper le garde et No Girl, et c'est bizarre de faire ça. Et c'est bizarre de faire ça sans vous en parler et sans nous expliquer en détail comment ça fonctionne. Bizarre sur 20, c'est une bonne note je trouve. En fait c'est ça, c'est que narrativement parlant, la construction est intéressante. Tout le débat sur est-ce qu'on doit tuer No Girl ou non, ce placement éthique là il est intéressant. Par contre, le fonctionnement des pouvoirs de la protagoniste, merde quoi. Bon. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Allez, il nous en reste 4 sur Strange Academy Finals 2022. Alors. Ah, c'est la musique de la bibliothèque dans Mario Galaxy, pardon. Alors, je vais éternuer, donc je vais couper mon micro. J'ai pas éternué, j'ai roté, sachez-le. Mais j'ai quand même eu la décence de couper mon micro. Bon, ils se font tous réunir par le Docteur Vaudou, qui est désormais le directeur de l'école, puisque rappelons-le, Docteur Strange est mort. D'ailleurs, c'est toujours bizarre que Cléa ait jamais foutu les pieds dans cette école, mais pourquoi pas. Et en fait, ils se font rejoindre par une partie des membres de la Révolution, enfin de ceux qui étaient partis avec Zoé, et qui les rejoignent, qui ont quitté la Dimension Noire pour les rejoindre. Et elle, donc, qui est, rappelons-le, le personnage mort-vivant, hein, qui avait mené la rébellion au sein de la faction de Zoé, elle était... je sais que tu me détestes probablement, mais je veux juste que tu saches que je suis désolé. Il fait, tu sais quoi, je veux rien entendre, parce que lui, du coup, il représente un peu Doyle, le fils de Dormammu, il représente un peu le chef de l'autre faction. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'une faction est menée par Zoé et l'autre est menée par Doyle, et qui sont amants, et qui sont destinés à se tuer l'un l'autre. C'est quand même chouette. Il fait, tu sais quoi, je veux rien entendre. Après tout ce qui est passé, tu dois savoir que c'est juste cool de te revoir, Zoé. Ah non, du coup, c'est pas Zoé l'autre qui mène. J'ai oublié le nom de l'héroïne principale, mais c'est de celle qui mène la rébellion. Mais du coup, non, Zoé, c'est elle, la mort vivante. Et il lui fait juste un gros câlin. T'es là, oui, ça c'est beau, ça c'est d'écriture comme je l'aime, tu vois, ce truc de. Alors oui, ça fait bisounours et tout si on veut, mais je sais pas, juste on met le ressenti de côté et savoir qu'il y a des êtres humains au-delà des rancœurs et des querelles, bah ouais c'est chouette. Donc il dit voilà, mais par contre, bon, en gros, depuis que l'autre est parti, elle a pris tous les incérébrés qui sont de créatures qui bossaient avant sur le campus. Et en fait, le campus est en bordel, donc ils passent l'après-midi à ranger le campus, donc on les voit tous ranger le campus. Ok. Et aussi ils doivent le ranger sur le plan astral parce que quand ils ouvrent leur troisième œil, c'est aussi encore une fois rempli de saloperies mystiques, en plus d'être rempli de saloperies normales. Bon, oui, d'accord, c'est mignon, voilà, c'est une race de l'académie, hein. Il y a un côté Harry Potter, il y a un côté qui se mêle à des histoires très profondes et très graves de manipulation de magie noire, destinée, tout ça. Il y a aussi au milieu des petites histoires de rigolotes, d'étudiants qui font des trucs d'étudiants. Bon voilà, c'est un peu drôle.
Après ils discutent, ils font un repas, ils font un banquet, on se rend compte que c'est le fils de Satan, Daimon Hellstorm, qui s'occupe du barbecue. C'est un petit détail qui m'a fait rire. Qui est prof à l'école, hein. Il est pas juste là pour faire coucou et faire un barbecue, hein. Il est prof là-bas quand même, faut pas déconner. Sonmeyer, j'ai besoin d'une confirmation, oui, ok. Si tu parles, c'est que le stream est encore là parce que mon retour a replanté, mais tout va bien. C'est mon retour qui plante aujourd'hui, pourquoi pas. Bon, ils discutent de leur pote Calvin, qui est le mec qui avait un manteau magique et qui entre temps s'est mis à l'idée de la magie et qui a un jour disparu. Enfin, qui, on le sait, nous, travaille à se fait aspirer ses rêves et sa joie par une machine pour pouvoir revendre de la magie de rêve et de joie. Ce qui est profondément tragique. Un de leurs mecs dit ouais, j'espère que là où il est heureux d'être rentré chez lui. Un mec fait mais attends, mais t'es pas du tout rentré chez lui. Il y a des gens qui l'ont vu en ville il y a 2 semaines et ils sont en mode tant quoi. Il fait oui, on l'a vu il y a pas si longtemps se balader en ville. Et ils sont là, attends quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, où il est? Et les autres font nous on sait pas, mais il faut demander à ces mecs là, eux ils savent. Et du coup ils vont voir les mecs en question qui sont des gros flemmards qui étaient censés ranger un coin et qui ont rien foutu de la journée et qui sont plus ou moins sous-entendus que c'est des gros fumeurs de joint. Voilà, c'est les stoners du lycée quoi, mais c'est les stoners du lycée magique, mais voilà. Et ils disent où est-ce que vous avez vu Calvin? Ils commencent à se trop se vénère et les autres leur disent. Et elle dit attends mais je le connais le mec qui garde Calvin parce que moi je suis une zombie et que c'est lui qui m'a fourni l'enchantement qui permet de cacher au monde que je suis un zombie. Intéressant le rôle que prend Zoé là-dedans. Donc ils décident de réunir une dream team pour aller affronter ce gars. Et j'adore cette... J'aime beaucoup les dessins de cette série, ça je l'ai pas précisé, cette série en termes de dessin je la trouve très très belle. Regardez-moi ce plan de bande de gros badass. Avec donc une zombie, le fils de Dormammu, Tot, le prince de Weird World. Je vais pas m'étendre sur Weird World, c'est bizarre, voilà. Daisy, je crois, la fée qui vient, elle, d'Otherworld. Otherworld, je vous en parlais tout à l'heure, avec Excalibur, avec le maître des miroirs, tout ça. Un loup-garou, ce mec qui est le fils de l'enchanteresse, donc un Asgardien, et ce mec qui a le pouvoir d'invoquer des esprits d'animaux, et ce plan d'équipe de super-héros en mode... trop cool, trop cool. Ouais, faut pas faire chier la Strange Academy, et ils font face à ce gars qui a toujours la classe, hein. Regardez-le, avec sa fumée verte de partout et tout, les lumières là. On sent toute l'ambiance Louisiane, parce que c'est complètement... Elle est en Louisiane, hein, cette école, je l'ai pas précisé, mais c'est parce que c'est l'ambiance magie, vaudou, carnaval, tout ça, la princesse et la grenouille, docteur Facilier, etc. Je viens de faire le pire résumé de la Louisiane ever. C'était, et le jazz aussi, mais rien à voir. C'était super raciste, mais vous avez compris l'idée. C'est pour décrire les grands éléments de l'imaginaire auquel ça renvoie. Bref. Oui, il a l'air très gentil. Et elle vient le voir en mode j'ai besoin de ton aide parce que mon charme ne fonctionne plus et j'ai besoin que le monde arrête de voir que je suis un zombie. Et d'ailleurs, elle est la descendante d'une grande sorcière vaudou qui a vraiment existé. Elle fait mais oui bien sûr, je vais t'aider, y a pas de souci. Et les autres la suivent discrètement pour essayer de voir où ils vont. Et pendant ce temps, t'as un autre mec. Ce mec là qui va essayer d'approcher des gens pour leur dire je sais pas quoi, enfin juste pour les distraire, et pendant ce temps Daisy les endort avec sa poudre de fée parce qu'ils sont cool. Et l'autre partie de l'équipe qui suivait Zoé réussit à trouver la porte qui les emmènera vers Calvin, et ils trouvent la machine à fabriquer les rêves et l'espoir, enfin à pomper les rêves et l'espoir. Et ils peuvent peut-être sortir, et Calvin dit mais on devrait sauver tout le monde, on peut pas juste laisser Calvin là, et elle fait non, Zoé nous a bien expliqué, les autres qui sont plus ou moins morts, en fait on peut pas les ramener, ils sont dans un état, ils sont condamnés, ils sont dans un état où ils pourront plus jamais être ramenés, ils sont là, mais Calvin comme il est dans la machine depuis peu de temps, son état est encore réversible. Ils finissent par le trouver, mais à ce moment-là arrive le méchant avec Zoé dans le bras. Ah regardez ça, c'est la classe quand même. Alors en disant non mais vous m'avez pris pour qui, bon de petits merdeux de merde là, vous savez pas qui je suis Vous avez cru que j'allais me faire avoir par votre ruse à la con, non mais ça va les gars. Et après il fait oui, les enfants pensent toujours que les adultes ne se rendent pas compte quand ils font semblant. Et ce à quoi elle répond oui mais les adultes ne se rendent pas compte quand on veut que vous sachiez qu'on fait semblant. Et là elle se réveille, et elle réveille en fait tous les gens qui sont simili-morts dans ces machines avec sa nécromancie. Parce que c'est une nécromante, puisque c'est elle-même une zombie.
Et je crois d'ailleurs qu'elle utilise la magie en permanence sur elle-même pour rester en vie, mais bref. Donc s'ensuit une baston entre les disciples et les zombies, c'est un peu le bordel. Mais ce mec veut pas les laisser passer, il finit par se faire attaquer dans le dos par Doyle qui lui envoie du feu démoniaque dans la tronche. J'aime beaucoup la dynamique de cette équipe. Pendant que enfin ils sont classe, regardez-les quoi. Je suis désolé, j'aime beaucoup le... Enfin même au-delà de la dynamique, parce que je parle de la dynamique, mais je parle le design global de cette série, en termes de dessin et en termes de chara design. J'aime beaucoup les chara design qui se complètent bien les uns les autres, ça donne vraiment une impression de groupe cohérent tout en ayant chacun leur particularité dans leur coin. C'est vraiment chouette. À un moment, le mec qui peut invoquer des esprits d'animaux se déchaîne, on se rend compte que c'est de loin le plus puissant du groupe, en fait, mon dieu que ce tome est pété. Et il se déchaîne un peu trop parce que ça entraîne une réaction en chaîne avec toute la machine magique qui est autour d'eux, ce qui fait globalement absolument tout péter, ce que vous pouvez voir sous vos yeux là, avec le léopard qui se détache ici. Oh lolo. Parce qu'on revient sur la musique de la bibliothèque de Mario Galaxy, pour mon plus grand plaisir. Là on voit les visages choqués de tout le monde dans un plan des plus clichés mais toujours efficace. Ça c'est du bon cliché, ça c'est du cliché qui fonctionne, vous voyez. Parce qu'on parlera de clichés qui fonctionnent pas tout à l'heure. Voilà, et ça finit sur un cliffhanger de méga explosion de... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est-il qui va donc-il se passer? Cool. Comics de la semaine? Oui, non, peut-être. Peut-être oui, mais peut-être parce qu'il n'y avait pas grand-chose cette semaine, mais quand même, voilà. C'était chouette, c'était fort intéressant. Nous attaquons donc Avengers Assemble Alpha 2022, et permettez-moi de dire... Si je puis m'exprimer ainsi. Parce que vous allez comprendre la raison de ce souffle. Bon, ça démarre sur Avengers Prime, et ça c'est cool. À l'endroit où naissent et meurent les dieux, où la fabrique même de l'existence, là où naissent les dieux et les dimensions, ce qu'on appelle la carrière de Dieu, enfin The God Carry, donc oui, la carrière des dieux ou la carrière de Dieu, selon comment on veut le traduire, qu'est-ce qu'il pense de, voilà, se dresse une tour, et cette tour, c'est la tour de Avengers Prime. Et Avengers Prime, c'est ce mec, et il est tout seul, c'est The Prime Avengers of the Multiverse. Et il décide d'aller sur la Terre 616, à l'endroit où se réunissent plein d'Avengers du passé et du futur, et il rencontre Mephisto, et il a un débat avec Mephisto en disant « Tu vas te faire péter la gueule, comme d'habitude. » Là, ils disent « Fais gaffe, les Avengers du présent, qui sont donc face aux Avengers du passé, même si techniquement c'est eux les Avengers du futur et les autres les Avengers du présent, puisqu'on est dans le passé. » se disent attendez, faut qu'on leur parle, mais restez calmes parce que peut-être qu'ils savent pas communiquer, on sait pas, on est trop loin dans le temps. Et les autres arrivent en mode salut, ça va? Nous on est les Avengers, vous êtes qui lol? C'est rigolo. Il y a un débat qui se fait entre les deux, ils se mettent d'accord sur le fait qu'ils doivent se combattre côte à côte contre les méchants, mais à ce moment-là, quelqu'un possède Agamotto, donc le sorcier suprême et le chef des Avengers du passé. Et donc, les autres Avengers du passé te disent « Ah là là, ils nous attaquent !» Et Odin a très envie de taper Thor parce que ils ont tous les deux Mjolnir. C'est littéralement la justification qui est donnée. Et comme ils s'attaquent, et voilà. Deux équipes de super-héros se rencontrent pour la première fois. Oh là là, j'espère qu'elles ne vont pas se battre entre elles suite à un quiproquo. Voilà qui serait... fort bête. Voilà, je parlais de clichés qui marchent et de clichés qui marchent pas. Ils ont aucune raison de se battre. Et c'est vraiment abusé, comme narrativement parlant, ils ont aucune putain de raison de se taper dessus. C'est-à-dire que Agamotto, certes, est possédé et on sait pas pourquoi, mais il y a aucune raison que ce soit eux, dans le sens où Agamotto vient de leur dire ces mecs sont des alliés. Et à l'instant où Agamotto est hors jeu, il décide de les attaquer. Bon. Globalement, il y a 12 000 pales des Avengers qui se foutent sur la gueule entre eux. Hein, Alors si, dans les Avengers du passé, il y a quand même Iron Fist qui se dit Agamotto, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est bien de les attaquer ou pas? Bah non, c'est pas bien. Pendant ce temps, Avengers Prime affronte Mephisto et est en train de lui défoncer la gueule parce que c'est Avengers Prime et qu'il est trop fort. Et il fait oui, je sais, mais je ne suis pas seul. Et là, t'as plein de Mephisto de plein de dimensions différentes qui arrivent pour l'aider parce que c'est le conseil des Mephisto, c'est un vrai truc.
Ok, bon. Multivers chiant, mais pourquoi pas. Pendant ce temps, les Avengers continuent à se foutre sur la gueule entre eux parce qu'ils sont teubés. Je vais pas feuilleter toutes les pages des Avengers qui se foutent sur la gueule entre eux parce qu'ils sont teubés. Hein, voilà. Hein. Alors le combat est pas mal designé, juste... Je ne prends aucun plaisir à voir un combat que j'ai pas envie de voir, quoi. Je sais pas comment vous le dire autrement. Ça finit que les deux Mjolnir s'entrechoquent, créant une putain d'explosion qui fait que absolument tout le monde est KO, à part Agamotto. Et Agamotto se fait attaquer par The Doom Above All, qui est le seul qui avait pu vaincre le Ghost Rider cosmique, hein, on rappelle. Enfin, pas Ghost Rider cosmique, qu'est-ce que je dis, c'est pas du tout la même chose, le All Rider. Parce que le Cosmic Ghost Rider c'est aussi un Ghost Rider, mais ça n'a rien à voir. Qui a pu vaincre le All Rider. Donc, qui était complètement métal et qui avait un héliporteur avec des chaînes en feu. Lui, il était cool. Affrontement entre les deux, mais The Doom Above All est beaucoup trop fort pour Agamotto. Il lui vole ses yeux, parce que l'œil d'Agamotto est un symbole très fort dans les comics. Et il dit, sur toutes les planètes où je vais, si c'est un Strange, je prends ses mains. Si c'est une Cléa, je prends son cœur. Et si c'est un Agamotto, je prends ses yeux. Et il vole les yeux d'Agamotto. Et il dit, ce soir, je mange tes yeux, puis je mange ton monde. Voilà, globalement, les Avengers du passé tentent de revenir, mais le Doom Above All est trop fort. Oui, voilà, il les défonce. Tout le monde se réveille en mode, oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Le Starband du passé, qui est aussi un Hulk pour aucune putain de raison, est devenu une grosse boule de chair dégueu sous les mains du Doom Above All. Ok. Et à ce moment-là arrivent les méchants. Tous les méchants. Pour faire face aux Avengers du passé et du futur, et le conseil des Mephisto qui a planté 1 milliard de poignards dans le dos de Avengers Prime l'emmène dans la dimension où il y a tous les Mephisto. Ah là là, les méchants sont bien dans la panade. Et pendant ce temps, dans The God Carry, toutes les armées d'Avengers qui ont été réunies à travers toutes les dimensions sont là et attendent le retour du All Rider qui revient, mais une armée de Mephisto leur barre la route. Et elles disent, mais c'est pas grave, avec le Royal Rider à nos côtés, on peut tout vaincre, sauf que Robbie Reyes, le All Rider, n'arrive plus à utiliser ses pouvoirs pour se transformer en All Rider. Oh là là, les méchants sont les gentils sont vraiment dans une impasse. Si seulement ils s'étaient pas tapés dessus entre eux comme des putains de teubés. Et pourquoi il y a une armée d'un million d'Avengers dans une tour, et ils se disent, non, on peut rien faire. Wesh! Outrageant sur 20, voilà. Planet Hulk World Breaker. Excusez-moi, je m'énerve. Truc énervant cette semaine. Alors, Planet Hulk World Breaker, qu'est-ce que c'est? C'est une... Oui, c'est super frustrant parce qu'en fait, t'as tellement de personnages et tellement de... Le concept des méchants du multivers, j'aime pas le multivers, mais le concept des méchants venus de tout le multivers, c'est pas inintéressant. Le fait qu'il soit aidé par Mephisto, moi ça me gonfle. Le concept d'Avengers Prime, il est intéressant. Le concept de toute l'armée d'Avengers de tout régner à travers le multivers, ça peut faire une putain de bataille épique, et on nous donne rien. Bien sûr qu'on va nous le donner à un moment, mais... On nous fait patienter avec des ressorts scénaristiques à la con qui sont éculés depuis 12 000 ans. Bon, oui, Planet Hulk World Breaker. Bon, bah c'est globalement, je vais la faire très vite parce que voilà. On est sur Sakahar dans un futur lointain. C'est déjà étrange pour moi parce que selon moi, aux dernières nouvelles, la planète Sakahar avait été mangée par Galactus, mais peut-être je me souviens mal, ou détruite justement pour que Galactus ne puisse pas la manger. Mais enfin, dans tous les cas, elle avait été détruite, quoi. Mais peut-être je me souviens mal. Et dans ce monde-là, on considère que l'arrivée de Hulk sur Sakahar a été une malédiction profonde, qu'il a affaibli toute la population de Sakahar, que Sakahar ne ressemble plus qu'à un champ de ruines désormais, et on attribue ça, c'est sa faute. Je vois pas bien comment ça peut être sa faute que la planète se dessèche, mais ok. Et tous les descendants du Hulk, qui sont des gens à la peau verte, sont pourchassés. Ok, pourquoi pas. Et voilà, donc on suit le périple de deux gens qui vivent dans ce pays. J'aime beaucoup les dessins, cela étant dit. Ouais, c'est joli. Mais Sakahar, c'est toujours joli de toute façon. Sakahar. Ils se font attaquer. La grande sœur se fait tuer dans l'attaque et le petit frère réussit à s'en... Non, l'inverse. Le petit frère
se fait tuer dans l'attaque, mais la grande sœur réussit à s'enfuir. Et elle va retrouver un homme qu'elle pense être Hulk. Et cet homme, c'est Amadeus Cho. Et qui est Amadeus Cho? C'est un autre Hulk, voilà, retenez-le. C'est un autre Hulk qui a pris le mantra de Hulk après Bruce Banner. Et oui, non, son frère a juste été capturé, il n'a pas été tué. Voilà, je peux pas vous montrer grand chose, je suis navré. Mais vous voyez quand même sur les overlays comme ça, j'espère que c'est joli. Il décide de suivre la signature gamma de son... parce que les Hulk émettent des radiations gamma. De son petit frère, ils partent à sa poursuite, ils pètent la gueule à des gens pour le récupérer, globalement, mais à la fin, ils sont attaqués par plein de robots. Bon, oui, j'attends de voir où ça va. Et après, il y a une petite histoire avec Skaar qui ne trouve pas sa place sur Terre et qui aide un alien qui se faisait attaquer injustement juste parce que c'est un gros alien moche, et qui ensuite combat des militaires américains. Et se dit que sa place à lui, c'est peut-être de sauver les aliens injustement maltraités sur Terre. Skaar, donc, qui fait ça. Voilà, c'était sympathique. Je suis désolé, je l'ai très vite survolé, c'est juste un peu frustrant pour moi de ne pas pouvoir vous en montrer plus à cause de mon application qui marche pas. Je pourrais aller sur l'autre émulateur, mais je ne vais pas le faire, voilà. Et enfin, Thanos Death Note. Alors, bon, bah, comme je vous ai dit, série de petites histoires, ça commence sur une histoire bien stylée. Ah, va-t-il bien vouloir? Voilà. Mais déjà, la couverture est classe. Ça, j'aime bien. J'aime pas Thanos, mais il faut avouer que cette couverture est classe. Et ça commence sur une histoire de Thor qui arrive sur la planète Titan. Parce que il a fait des rêves de la planète Titan. Il tombe sur la tombe de la... Il tombe sur une tombe, voilà, qui est fort drôle. Sur la tombe de Suizan, la mère de Thanos et d'Eros. Et sur la planète, alors on voit pas là, attendez, là je vais quand même partir sur l'autre émulateur parce que ça j'ai quand même bien envie de vous le montrer. Sur la planète Titan, il tombe sur la seule personne qu'il peut s'attendre à trouver sur la planète Titan, à savoir la mort. J'aime bien que la mort soit sur Titan, déjà parce que symboliquement Thanos est amoureux de la mort, donc la mort est liée à Titan de par ce biais-là. Et aussi parce que Titan est une planète morte, il n'y a plus rien à part la mort, et ça c'est cool. Et oui, parce qu'il a fait un rêve où il voit Thanos avec plein de gens en zombie, et on se dit merde. Et donc il décide d'aller dans l'ancien laboratoire qui appartenait au père de Thanos, donc à Zouras, l'autre. Je ne sais plus, mais bref, vous voyez de qui je parle. Le frère de Zouras, le père d'Eros et Thanos. Le fils de... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, son meilleur, le vieux éternel? Uranos, le fils d'Uranos, qui a foutu la merde sur Arako, celui-là même. Bref, lui. Et donc il va se plonger dans les vieux dossiers de ce mec-là, pour essayer d'apprendre plus sur Thanos. Et donc c'est une série de vieux dossiers. Donc le premier c'est alors, c'est une histoire qui m'a pas du tout plu, c'est Tony Stark qui étudie un robot à l'image de Thanos que Drax lui a rapporté. Et à un moment donné, Tony Stark dit tant pis, je vais juste le détruire. Et à ce moment-là, le robot prend vie et il fait non, ne me détruis pas, ce serait dommage de détruire une telle œuvre d'art. Et après il fait mais t'inquiète pas, c'est juste un avertissement. Et en gros, il lui explique que s'il le détruit, ça pourrait empêcher le retour de Thanos et que du coup Thanos va lui péter la gueule. Et il dit ah mais comment tu peux me péter la gueule si j'empêche ton retour? Et il dit dans un futur lointain, Thanos vous êtes tous vaincus et il contrôle même le temps et l'espace. Et donc, si quiconque dans le présent veut aller à l'encontre de sa volonté, Thanos traversera le temps et l'espace pour qu'il puisse revenir quand même et du coup il a déjà gagné. Et c'est tout ce qui se passe, c'est ça, c'est l'éventualité terrible que en fait tout soit dicté par Thanos depuis le début et du coup on voit Thanos qui torture des milliers de gens ouais bon bah c'est une histoire qui se base sur le futur et le voyage dans le temps, ça m'a pas plu, voilà. Sur un futur hypothétique et le voyage dans le temps, bon bah, voilà. Et à la fin Tony Stark prend le pari de tuer quand même le robot Thanos et de se dire je devrais vivre avec le doute de si c'était une bonne action ou pas toute ma vie. Bon, bah, bref. Ensuite, il y a un truc où Thanos et la mort sont amoureuses et ont une discussion sur le rôle de Thanos et le rôle de la mort, et c'était intéressant parce qu'en fait,
Il y a pendant la discussion l'ancienne Karela, qui est l'ancienne amour de jeunesse de Thanos, avant qu'il tombe amoureux de la mort. Et que justement après que Karela se soit sacrifiée pour qu'il puisse vivre. Et en fait c'est très intéressant parce qu'on nous raconte l'histoire de Karela qui s'est sacrifiée pour que Thanos puisse vivre. Après ils avaient tous les deux été attaqués par leur peuple parce que la famille de Karela ne voulait pas qu'elle épouse Thanos, puisque Thanos, rappelons-le, n'est pas un éternel. Il n'a pas réussi à se connecter à la machine, même s'il l'a réussi ultérieurement, mais à l'époque il n'avait pas réussi, et surtout c'est le premier éternel qui avait été créé par des éternels et pas créé par des célestes, et ça c'était très 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 mal vu. Et donc voilà. Mais ils allaient s'enfuir tous les deux dans un vaisseau, mais leur vaisseau s'est fait saboter par les autres éternels. Il est tombé en panne, il n'avait pas assez d'oxygène pour survivre assez longtemps, et donc elle a décidé de se sacrifier en lui filant tout l'oxygène, comme ça il avait le temps de survivre jusqu'à l'arrivée de l'aide. Et en fait ce qui est intéressant c'est que Thanos a tiré les mauvaises conclusions de cette histoire, c'est qu'il a tiré la conclusion suivante, c'est qu'il faut un équilibre dans la vie et que certains doivent mourir pour que d'autres continuent à avancer, et que tout est une question d'équilibre, tandis que ce que voulait lui faire comprendre Karela, sa femme, c'était que l'amour et le sacrifice et l'empathie sont des notions qui valent le coup de mourir. Mais comme c'est la mort qui lui parle de l'histoire, lui il en conclut comme la mort que c'est une question d'équilibre, et donc on les voit s'embrasser, tandis qu'on voit le fantôme de Karela qui leur dit non, non, tu as retenu les mauvaises leçons de cette histoire, mon amour, non, s'il te plaît, non. Voilà. Ça c'était super bien. Ce petit passage là, c'était génial, j'ai vraiment bien aimé. Sur comment on peut tirer des morales différentes d'une histoire selon notre perspective et les expériences passées qu'on a eues derrière, ça c'était cool. Bon, et après c'est juste Thanos qui est dans un bar parce qu'il cherche sa fille. Il y a tout un peuple, il y a plein de gens qui arrivent en mode... c'est un ancien peuple pacifiste qui était super puissant. C'est un ancien peuple guerrier super puissant, quasiment indestructible, vraiment trop fort, mais ils sont devenus pacifistes à force d'évoluer. Mais là apparemment ils sont repartis sur santé de la guerre spécifiquement pour te buter la gueule à toi Thanos. Parce que t'as quand même annihilé la moitié de l'univers que la plupart des gens ont oublié, mais pas eux, suite à on sait pas quoi. Ok. Et du coup ils arrivent pour lui péter la gueule, ils sont un petit peu nombreux, 2-3 quoi, vous les voyez là. Et il dit vas-y on va te péter la gueule. Et Thanos il fait ouais ok. Et il pète la gueule à une armée d'aliens surpuissants, avant de retourner dans le bar et de dire bon c'est bon ça suffit ces conneries, maintenant où est ma fille. Et voilà. Bon c'est juste pour montrer, Thanos il est super balèze quand même. Bon pas hyper intéressant, mais un peu stylé, un peu rigolo. Qu'est-ce que... Oui, il a une réplique que j'aime bien à la fin, c'est ça que je voulais vous dire. C'est... A rock must seem formidable to a flower, en mode comment t'as pu, ils sont indestructibles. Et il répond a rock must seem formidable to a flower, but I am a hammer. Donc un caillou doit paraître formidable et indestructible à une fleur, mais je suis un rocher. Mais je suis un marteau. J'aime bien. Et ensuite voilà, il y a juste Thor qui dit bon bah Somme, j'ai pas trouvé ce que je voulais. La seule chose que je me suis aperçu, c'est qu'il a eu une vie avant toi et avant de te connaître, mort, et elle fait oui, mais tout ça c'est fini. Et après il fait bon ben. Maintenant je m'en vais, il n'y a rien d'autre que la mort ici. Thor se dit et s'en va, et on nous dit ça continuera dans Thor 29. Eh bien, on verra si ça continue réellement dans Thor 29. Et voilà, et ceci conclut donc la review de cette semaine, qui était une semaine. Plutôt naze en fait, hein. Désolé de le dire comme ça, mais parce que bon, les meilleurs comics qu'on ait eu, c'était des comics qui étaient juste bons, et on a quand même eu deux comics qui étaient quand même, enfin un comics qui était mauvais, genre Avengers Assemble Alpha qui était mauvais, et un comics qui était outrageusement mauvais avec Exterminators 3. Alors Exterminators depuis le début, je suis pas fan de cette série, mais là on a atteint des sommets de... C'est juste beauf en fait, là Exterminator c'est juste beauf. Strange était chouette. Captain America Symbol of Truth c'était sympathique, Spider-Man Double Trouble était pipou.
Bon, ça c'était un peu osef, hein, mais voilà. Strange Academy. Ah oui, non, Strange, je crois que je parlais de Strange tout court. Strange était chouette aussi, mais c'est vrai que Strange Academy était bien. Hein. Je pensais Strange Academy, comique de la semaine. Ça en dit long parce qu'il était pas quand même exceptionnel. Il était bien, il était sympathique, mais il était pas exceptionnel. Juste. Un peu le néant quoi cette semaine. J'espère qu'on se rattrapera demain. Je les ai pas encore tous lus sur les comics Unlimited parce que là. Ouais quoi. Bon, enfin bon. Mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis bonsoir YouTube. À bientôt. Voilà, tous les samedis, dimanches soirs en live, tu le sais à force. Et puis voilà. Donc là, on a dit bonsoir YouTube. Attends, je vais la refaire. Bonsoir YouTube. À bientôt tous les dimanches. Et n'hésite pas à mettre un like, pouce bleu, partage. Non, partage pas, mais pouce bleu au moins, tout ça, tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.